Alors, l'enregistrement est commencé. Aujourd'hui, on va parler aussi de violence conjugale. On va parler surtout des femmes qui sont victimes de violences conjugales dans les couples hétérosexuels, puisqu'elles sont surreprésentées dans les victimes de violences conjugales. Puis ça, c'est basé sur des rapports de pouvoir qui sont historiquement inégaux. Par contre, notons que la violence conjugale se passe également dans différentes formes de couples et de relations. Dans le fond, le sujet de la violence conjugale, aujourd'hui, on parle beaucoup de pratiques et d'échanges d'obligations. Par contre, ça se peut quand même qu'il y ait des propos qui soient difficiles à entendre. Alors, je vais juste le nommer pour que vous vous prépariez à ça. Ça peut quand même être difficile. Pour que tout le monde se sente bien dans le Zoom, dans la discussion, je vais vous inviter à garder votre micro fermé tout le long des présentations et de seulement l'ouvrir si je vous donne la parole pendant la période des questions. Aussi, par souci pour le bien-être, la sécurité de tout le monde, je me réserve le droit de fermer les micros. Je vous ai dit, j'ai tous les pouvoirs. Je peux fermer les micros si jamais quelqu'un prend la parole pour déranger pendant la présentation ou d'expulser des personnes qui dérangeraient le bon fonctionnement. Alors, voilà pour ce qui est des détails techniques. Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter les panélistes pour notre heure ensemble. D'abord, Mme Rachel Cox, professeure de droit au département des sciences juridiques de l'UQAM, puis membre du Barreau du Québec. Mme Cox privilégie des recherches en partenariat avec les syndicats, les groupes de femmes, les groupes communautaires. En 2019, dans le cadre des festivités entre un 50e anniversaire de l'UQAM, ses recherches sur le harcèlement sexuel au travail ont été primées dans le concours Parcours d'impact, qui célèbre les 50 projets de recherche qui ont transformé la société québécoise. Elle donne régulièrement des conférences sur la santé et de la sécurité au travail, ainsi que sur le droit à l'égalité au travail, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Elle est l'auteure de plusieurs publications dans le domaine du droit de la santé et de la sécurité au travail et des droits de la personne. Depuis 2 ans, dans le cadre d'un projet Sérieux et collectivité de l'UQAM, elle s'intéresse à la violence conjugale en tant que dimension de la santé et de la sécurité au travail. Maintenant, Myriam Zaidi est conseillère syndicale au service de l'éducation de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec, la FTQ. À la FTQ, elle conçoit et anime des formations sur la diversité et l'inclusion, la pédagogie, l'organisation du travail et plus récemment, la nouvelle formation sur la violence conjugale en milieu de travail. Elle est aussi responsable du dossier de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les milieux du travail et du racisme systémique en contexte syndical. Passionnée par l'éducation populaire, Myriam détient une maîtrise en éducation des adultes où sa recherche portait sur l'utilisation de l'éducation populaire par des centres de femmes de Montréal pour mobiliser et agir contre les politiques d'austérité. Elle milite pour la justice sociale à Montréal depuis plus de 15 ans, notamment par son implication dans les mouvements étudiants, féministes et pour les droits humains. Enfin, Isabelle Fortin, c'est la directrice générale du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, le CAVAC, de la Côte-Nord, qu'elle a fondé en 2001. Elle s'implique au milieu provincial, régional et local dans différents comités de concertation afin de faire valoir les besoins des personnes victimes d'actes criminels. Mais merci, mesdames, d'être avec nous aujourd'hui. J'en profite également pour remercier les services de collectivité de l'UQAM, l'équipe SAGE, l'équipe de recherchage, la FTQ et le CAVAC Côte-Nord pour l'organisation de ce panel. Merci à tout le monde qui est présent aujourd'hui, qui s'est inscrit, qui nous ont rejoints directement de la salle. Merci d'être là. Merci aux personnes qui ont déjà envoyé des questions. Maintenant, je vais prendre une gorgée d'eau pour reprendre mon souffle et surtout pour pouvoir écouter nos panélistes commencer à parler. Fait que ma première question pour ouvrir la discussion, ce serait quels sont les liens entre la violence conjugale et le milieu du travail? Pourquoi on a cette discussion-là ensemble aujourd'hui? En fait, les milieux de travail ne sont pas des milieux hermétiques. Les milieux de travail font les enjeux, en fait, qui se vivent dans la société, touchent également les milieux de travail. Comme la violence conjugale résulte, là, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Mélanie, de rapports historiquement inégaux entre les hommes et les femmes, elle a des conséquences graves, pouvant même être létales, comme on le sait trop bien au Québec, dans la vie de milliers de femmes, et ce, au quotidien. Les conséquences de la violence qui sont perpétrées à l'égard de ces femmes se poursuivent pendant qu'elles sont au travail, mais pas seulement les conséquences. La violence également se perpétue pendant le travail. Donc, les auteurs de violence continuent d'exercer leur contrôle envers leur conjointe ou ex-conjointe pendant les heures de travail, et ce, sous différentes formes, allant de multiples appels harassants ou des messages, de la surveillance, qu'elle soit aujourd'hui avec tous les moyens de géolocalisation et tout ça, ou encore pouvant même aller à des agressions physiques. Donc, les milieux de travail sont donc impactés au quotidien par la violence conjugale, et ce, depuis toujours, en fait. On commence seulement à s'en préoccuper, c'est ça l'idée. Donc, elle affecte la santé des personnes victimes à différents niveaux,
Elle affecte également le rendement, l'assiduité au travail et peut même être à l'origine d'accidents de travail. Donc, elle affecte aussi l'équipe de travail. Donc, le milieu de travail doit donc être outillé pour mieux faire face à la violence conjugale et protéger les employés. Offrir un milieu de travail sécuritaire à son personnel est une responsabilité de tous les employeurs et la violence conjugale est un risque trop longtemps occulté qui doit être pris en compte, en fait, qui aurait dû être pris en compte il y a bien longtemps, mais qui doit être pris en compte dès aujourd'hui. Et si je peux ajouter aussi à ce que Isabelle vient de dire, c'est sûr que quand Isabelle mentionne que ça affecte le rendement professionnel de la travailleuse, mais aussi il peut y avoir un manque de concentration, ça peut affecter l'équipe de travail, puis ça peut mener à des sanctions disciplinaires de la part de l'employeur. Et c'est souvent à ce stade-là que les syndicats puis les représentants syndicaux réalisent en fait qu'il y a un problème de violence conjugale. Donc, pour nous, syndicalement, c'est très important de s'en mêler parce que, en fait, ce qui peut arriver à cette personne-là, c'est que c'est comme si elle vivait une double peine, en fait. Elle vit de la violence conjugale et aussi, elle peut perdre son emploi ou elle peut s'attirer de l'hostilité des collègues qui ne comprennent pas exactement pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas participer pleinement au travail. Donc, c'est très important aussi à ce niveau-là pour qu'on puisse, qu'on intervienne évidemment, mais il y a aussi la question des abuseurs en milieu de travail qui peuvent utiliser leurs heures de travail pour abuser de la victime, peuvent utiliser des outils, peuvent aussi avoir des sanctions. En fait, si l'employeur décide de devenir juge et partie et de mettre à pied l'abuseur, bien, on sait que le chômage, c'est un facteur aggravant de la violence envers les femmes. Donc, on pourrait mettre encore plus à risque la femme avec ce genre de mesures. Et bien, les syndicats sont vraiment les mieux placés, en fait, pour adresser tous ces enjeux quand on parle des sanctions disciplinaires et de la défense des travailleurs et des travailleuses. Si je peux ajouter en termes de l'encadrement juridique de la violence conjugale comme enjeu de santé et sécurité du travail, dans 7 autres provinces du Canada, plus en droit fédéral, la législation sur la santé et la sécurité du travail inclut nommément la violence conjugale ou implicitement est considérée comme étant visée par des considérations de santé et sécurité du travail. Et en Ontario, en Alberta, à Terre-Neuve et Labrador et en Colombie-Britannique, la modification législative ou le changement de politique est survenu suite au décès, à l'assassinat d'une personne sur les lieux de travail. Dans les 3 premiers cas, c'était une femme victime de violences conjugales assassinée par son ex-conjoint. Dans le 4e, en Colombie-Britannique, c'est un superviseur qui s'est interposé entre l'ex-conjoint et la travailleuse qui est attaquée, et c'est lui qui est décédé de ses blessures. Donc, c'est vraiment une logique implacable. Il faut sécuriser les milieux de travail pour toutes et tous, et d'où la nécessité de légiférer, d'agir en ce sens-là. C'est clair que l'employeur doit avoir une obligation de sécuriser les milieux de travail pour toutes et tous. Merci pour ces réponses. On entend déjà qu'il y a plusieurs conséquences à la fois pour le milieu de travail, pour la femme qui est victime. Puis on commence déjà à parler d'obligations pour l'employeur, mais justement, c'est quoi les obligations qui existent déjà vis-à-vis des employeurs pour ce qui est de la violence conjugale? Pourquoi est-ce qu'en ce moment, il y a un projet de loi pour les rendre explicites? Qu'est-ce que ce projet de loi-là, 59, pourrait changer? Bien, à la fois pour les employeurs et le milieu de travail, mais surtout pour les femmes. Grosse question que je vous envoie maintenant. Bon, me sentant visée comme juriste, il faut comprendre que les employeurs ont une obligation générale en matière de santé et sécurité du travail de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité, l'intégrité des travailleuses et des travailleurs. Et cela signifie, par exemple, ça couvre une situation de violence de la part d'un tiers. Et on prend l'exemple d'une caissière dans une banque qui pourrait être victime de vol à main armée. C'est clair que c'est une question de santé et de sécurité du travail, malgré le fait que la violence provienne d'un tiers. Et malgré qu'il n'y a rien écrit de spécifique dans la loi à cet égard. Donc,
on pourrait prétendre aujourd'hui que la travailleuse qui est à risque au travail, par exemple parce que son ex-conjoint la traque, l'attend à la sortie, etc., que l'employeur a déjà une obligation d'agir pour la protéger. Mais le hic, c'est que historiquement, les questions de violence conjugale, les risques associés à la violence conjugale ont été considérés comme étant exclus, et ce, à tort, à mon avis, du champ de la santé et de la sécurité du travail. On a eu tendance à dire que c'est une chicane de couple, c'est des débordements de la vie familiale au travail, donc à déresponsabiliser l'employeur en ce sens-là. D'où la nécessité d'avoir une disposition explicite dans la loi qui met fin à cette confusion-là, puis qui rend ça clair pour tout le monde que oui, la violence conjugale peut constituer un risque important pour la sécurité de la travailleuse victime, des collègues aussi. Et donc, il faut outiller, il faut que les milieux de travail agissent en conséquence. Maintenant, le projet de loi 59 propose une modification en ce sens-là en ajoutant un alinéa à cette obligation générale qui se trouve à l'article 51 de la loi sur la santé et la sécurité du travail, propose que l'employeur doit avoir une obligation de prendre des mesures pour assurer la protection de la travailleuse exposée à une situation de violence, incluant la violence conjugale sur les lieux de travail. Et donc, si cette disposition-là était adoptée en vigueur, ça serait définitivement beaucoup mieux que de faire juste argumenter pour l'obligation générale. Pourquoi? Parce qu'historiquement, ça n'a pas été l'interprétation ni de la CNESST ni des employeurs. Mais au moment où on se parle, ben, les travaux parlementaires vont se terminer demain, vendredi. Et donc, le projet de loi n'est pas encore, 59 n'est pas encore adopté. Et donc, en attendant, oui, ce serait possible pour la CNESST, pour le ministre du Travail, de mandater la CNESST pour agir déjà, mais ce serait vraiment préférable d'avoir une disposition explicite qui va en fait motiver les gestionnaires à agir, imposer une démarche paritaire pour que les milieux de travail puissent gérer le risque de violence conjugale du travail comme un risque pour la santé et la sécurité du travail comme un autre. Et ben, si je peux ajouter à ce que Rachel vient de dire, mais c'est sûr qu'en ce moment, les milieux de travail syndiqués, ben, ils pourraient tenter de négocier plusieurs dispositions qu'on revendique, par exemple, dans le projet de loi 59 en matière de violence conjugale, comme les congés, par exemple, ou un protocole d'évaluation des risques, etc. Puis il y en a que même si le projet de loi 59 était pour passer, on pourrait négocier aussi dans les conventions collectives plus de congés payés. En Australie, c'est un nombre de congés illimité pour quand il y a des situations de violence conjugale. Puis c'est ce nombre de congés, en fait, ça permettrait à la travailleuse de ne pas aller chercher, piger dans ses congés de maladie pour par exemple, déménager ou pour aller au tribunal ou pour recevoir les soins dont elle a besoin. Mais c'est ça, quand on légifère, comme le disait Rachel, ben, on s'assure vraiment de la mise en place de mécanismes de manière large, systématique et égalitaire. Puis ça, c'est pour les travailleuses et les travailleurs syndiqués et non syndiqués, évidemment. Puis c'est ça qui est aussi très intéressant de la campagne de la FTQ pour le projet de loi 59, parce que c'est un autre exemple d'une campagne qui bénéficie vraiment tous les travailleurs et toutes les travailleuses du Québec. Mais d'autre part aussi, on a un enjeu où est-ce que les syndicats sont de plus en plus en demande en ce qui a trait à la négociation. Puis le fait de légiférer, bien, ça enlève certains éléments de la table de négociation, puis ça permet aux syndicats locaux de se concentrer sur d'autres enjeux. Il n'en manque pas, malheureusement. Donc ça, c'est un autre avantage aussi de légiférer. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois que c'est légiféré, ben, les syndicats ne sont plus en demande ou n'ont plus rien à faire. Évidemment, il faut toujours s'assurer on a un rôle vraiment important de s'assurer de l'application des lois dans les milieux de travail. Et donc, c'est ça. Si je peux ajouter sur le terrain, ce qu'on voit par l'œil des femmes qui viennent chercher des services au CAVAC, c'est souvent que, bon, à mon avis, cette loi-là, si c'est inséré dans la loi, ce que ça va faire, c'est que ça va aussi aider les employeurs. Présentement, sur le terrain, on voit, je dirais, deux types de réactions de certains employeurs qui
font des efforts pour se montrer accommodants et sont très créatifs là, pour aider leurs employés à demeurer au travail de façon sécuritaire. Par contre, mais on voit qu'il y a un manque de moyens, je dirais. Et il y a d'autres milieux qui, eux, au contraire, ne montrent pas de signes d'assouplissement et on voit plusieurs femmes quitter leur emploi parce que, justement, les mesures d'assouplissement ne sont pas là. Et donc, pour avoir un lieu sécuritaire, là, elles changent d'emploi. Donc, c'est important que la mise en œuvre se fasse et ce très rapidement. Là. Merci pour vos réponses qui, je dois dire, se complètent bien, qui vont bien ensemble. Mais là, je dirais plus loin, Rachel, tu disais que justement, en ce moment, mais ça ne passera pas là parce que ça va être le congé pour l'été. Myriam, tu disais, oui, c'est bon une loi, mais ce n'est pas suffisant. Isabelle, tu disais, justement, il y a les employeurs qui veulent, mais qui ne savent pas comment, et d'autres qui ne savent peut-être pas qu'ils doivent le faire. Qu'est-ce qui peut être fait? En fait, comment est-ce qu'un milieu de travail peut agir pour mettre fin à la violence conjugale, pour protéger les femmes? C'est quoi le rôle des employeurs? À la fois, c'est quoi le rôle des collègues, des équipes de travail, des délégués syndicaux aussi, dans cette lutte-là contre la violence conjugale au travail? Je vais grossir encore plus, mais qu'est-ce que l'organisation même du travail peut faire? Comment est-ce qu'on peut le changer pour pouvoir prévenir la violence conjugale en milieu de travail? Qu'en pensez-vous? Ben, c'est une très bonne question parce que ça démontre, il y a plusieurs acteurs, c'est une question complexe, mais c'est un phénomène, le phénomène de la violence conjugale, c'est un phénomène complexe. Donc, il faut une réponse qui est complexe et aussi multipartite. Donc, ça, c'est très important. C'est sûr que, bon, du côté de l'employeur, je pense que c'est très important qu'il collabore. Donc, ultimement, c'est lui qui a le contrôle, encore plus dans un milieu de travail qui n'est pas syndiqué. Et donc, il faut qu'il s'assure de la sécurité au travail, évidemment. Il faut aussi croire la travailleuse. C'est comme le disait Rachel, des fois, on dit, ça, c'est une chicane de couple, je m'en mêle pas, etc. C'est très important que l'employeur comprenne l'enjeu de la violence conjugale, comment ça peut se manifester au travail, mettre à la disposition de la travailleuse des ressources, développer une politique paritaire et évidemment l'appliquer. Respecter la convention collective, accorder des clauses de convention collective supplémentaires, même si on a toutes les obligations qui viendraient avec le projet de loi 59. On parle des collègues. Ça, c'est une partie importante à cette solution, à cette problématique, parce que, en fait, on parle, des fois, en fait, la personne la travailleuse qui vit la violence conjugale, il faut aussi qu'elle sente qu'elle a un climat de travail où elle est dans un lieu où est-ce qu'elle pourrait dévoiler sa situation. Puis donc, participer à créer un climat propice où la travailleuse n'est pas, la violence conjugale, c'est pas un sujet qui est stigmatisé ou qui est tabou ou qui est mal vu ou qui se reflèterait mal sur la travailleuse. Puis ça, les collègues ont un rôle à jouer, puis ils peuvent, en allant à des formations, en s'informant, en se renseignant, ça peut aussi aider. Puis évidemment, les collègues, si c'est on suggérait à tous les travailleurs et travailleuses, évidemment, de s'impliquer puis de mettre de la pression sur le gouvernement dans la campagne sur le projet de loi 59, évidemment. Les syndicats, on a un rôle important, évidemment, à jouer aussi. Donc, par exemple, on a la mise en place de délégués, d'un réseau de délégués sociaux, délégués sociales dans les milieux de travail qui, c'est un réseau de pairs aidants, c'est des personnes essentielles en ce qui a trait aux enjeux, les diverses détresses que les travailleuses et travailleurs pourraient vivre dans le milieu de travail. On a aussi, évidemment, négocié des clauses de convention collective, c'est nos actions, je dirais, classiques ou traditionnelles. Mais aussi, il y a des clauses qui pourraient qui pourrait toucher toute la question de la confidentialité
en ce qui a trait à la situation, la suspension de mesures disciplinaires quand il y a un cas de violence conjugale. Aussi, on pourrait organiser des formations et aussi faire un rapport, mais confidentiel évidemment, là, des problématiques et des enjeux qui donneraient un portrait du milieu de travail. Et c'est là le lien aussi avec l'organisation du travail, parce que l'organisation du travail elle n'a pas été pensée en matière de violence conjugale. Hein. Donc, des fois, on met des femmes dans des endroits très isolés, puis on ne pense pas, si elle était dans une situation de violence conjugale, c'est un milieu de travail très à risque. Donc, évaluer le milieu de travail, puis aussi le penser par rapport à la violence conjugale, c'est très important. Des fois, juste changer les horaires, changer le moment d'une pause, changer la route. Tout ça, ça peut aider la femme qui vit de la violence conjugale. Donc. Est-ce que quelqu'un voulait compléter? Oui, en fait, Myriam en a parlé, mais c'est vraiment essentiel de pouvoir offrir un milieu de travail qui, pour tous les employés, reçoivent de la formation, de la sensibilisation sur la violence conjugale. Et que tout le milieu de travail puisse comprendre qu'est-ce que c'est la violence conjugale et comprendre justement sa complexité. Qu'il y ait également de l'information sur les ressources dans chacun des milieux de travail également. Donc, puis de l'adoption aussi d'une politique de travail en violence conjugale, et ça aussi dans chacun des milieux de travail. Tout ça va mettre la table pour mettre une ouverture. Parce qu'on parle ici de prévenir des événements de violence, mais si la femme victime se sent dans un milieu, il y a une ouverture justement par des moyens un peu, des accommodements comme Myriam avançait, mais une ouverture aussi sur la dynamique de la violence conjugale, ça va l'aider justement à demander de l'aide auprès de ses gestionnaires, auprès de ses collègues et de pouvoir justement avoir un milieu plus protégé. Il y a une évaluation du risque aussi qui doit être faite dans toute l'entreprise, en limitant les portes d'entrée. Donc, en tout cas, il y a différents éléments qu'on peut regarder là, avec la femme pour sécuriser son milieu de travail. Donc, c'est vraiment ça. Comme collègue de travail aussi, parce que bon, la question avait plusieurs niveaux, bien évidemment, là, mais comme collègue de travail, souvent, ça va être les premières personnes qui vont être témoins, si on veut, qu'une collègue de travail vit de la violence conjugale, subit de la violence conjugale, ou qui vont recevoir la confidence d'une personne victime. Donc, à ce moment-là, bien entendu, on ne demande pas à chacun désormais au milieu de travail de se transformer en intervenant en violence conjugale. Donc, je pense que ça, il faut garder vraiment cette optique-là pour les ressources spécialisées. Donc, les CAVAC, les maisons d'hébergement, les centres femmes sont là à chaque jour là, pour offrir des services, aider les personnes victimes, mais aussi soutenir les proches des personnes victimes pour justement aider sur comment aborder le sujet. Supposons on est témoin, mais on n'a pas été nécessairement pris à part par la personne victime qui est venue se confier à nous. Donc, on peut communiquer comme collègue là, avec une ressource pour recevoir, pour être guidé si on veut. Et cette ressource-là va nous aider finalement à guider aussi la personne victime vers les ressources pour qu'elle aussi reçoive de l'aide spécialisée qu'elle a grandement besoin dans la situation actuelle. Il y en aurait long à dire pour sécuriser un milieu de travail. Je vais laisser la parole à Rachel, là, mais voilà. Beaucoup a été dit par Myriam et par Isabelle. Moi, j'ai mené une série d'entretiens à travers les juridictions canadiennes où il y a une obligation déjà en vigueur pour l'employeur. Et ce qui est ressorti vraiment, c'est comment la sensibilisation, c'est le nerf de la guerre. C'est en parler, ça prend une politique, mais ça prend plus qu'une intervention. Ça prend vraiment un dialogue qui s'établit. Puis plus que le climat est propice à un dévoilement, bien, plus qu'il va y avoir de dévoilement, plus que le monde va être outillé pour recevoir le dévoilement et écouter
intervenir de façon respectueuse, de façon appropriée, connaître les ressources, que les ressources, justement, fassent, par exemple, une évaluation du risque. Et ensuite, souvent avec l'aide du syndicat, ça c'est l'autre constat, ça va beaucoup mieux dans un milieu syndiqué pour appliquer la loi, c'est pas nouveau, mais que l'employeur soit invité à prendre des mesures souvent fort simples, hein, d'accommodement, de faire des petits changements, mais qui vont garantir la sécurité et démontrer que le milieu de travail est à l'écoute. Donc, voilà, à part, on parle souvent aussi de situations de dévoilement, mais c'est un tout. Puis, dans le côté intéressant de notre démarche de prévention en tant qu'enjeu de la santé et sécurité du travail, il y a considéré les risques de violence conjugale en amont. Donc, avant qu'il y ait un dévoilement quelconque, plutôt que de considérer que la violence conjugale, c'est inévitable ou c'est une fatalité ou c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, dire, mais regarde, ça existe. Et puis, si on jetait un œil en avant pour dire comment nos travailleuses ici sont à risque ou non. Et c'est là qu'on va dire, ben oui, là, on va aller voir, ben, est-ce qu'on sait comment les allées et venues de tel milieu de travail, ça va être différent d'un milieu de travail à l'autre, comment, le cas échéant, on pourrait mieux sécuriser le milieu de travail. Et puis aussi, une autre proposition de l'équipe de recherche partenariale, c'était d'avoir une politique interdisant que des membres adultes de la famille flânent sur les milieux de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est venu souvent dans les formations, évidemment, du terrain aussi, c'est le fait, ah ben oui, on sait que pour une telle, son chum l'attend à la porte, il est omniprésent, il est trop là, on sent le contrôle, on est mal à l'aise. S'il y avait une telle politique, ça permettrait justement au milieu de travail de dire malheureusement, vous n'avez pas le droit d'être là, sans nécessairement confronter l'individu en question, mais par le fait même, rendre le milieu de travail sécure pour la travailleuse, mais aussi pour ses collègues. Donc, une panoplie de mesures. C'est un travail, comme Myriam disait, qui commence peut-être avec une modification législative, mais qui ne se termine pas là, loin de là. Non, parce que si je peux ajouter, ça repose beaucoup sur et des gestes de toutes les mesures que vous avez entendues précédemment, mais aussi sur une attitude. L'attitude d'ouverture, de non-jugement, de respect avec toutes des lettres majuscules. Donc, c'est vraiment dans... Juste les gestes tout seuls ne feront pas le travail. Donc, c'est vraiment d'axer dans les deux volets, si on veut. Merci. Mais quand tu dis à la fois une attitude, à la fois des pratiques, vous avez parlé aussi de collaboration entre différents services, entre différents éléments au milieu de travail. Mais ce que beaucoup de personnes se rendent compte, c'est qu'il y a parfois une hésitation. Des gens qui ne veulent pas intervenir parce qu'ils hésitent, parce que c'est de la vie privée. Rachel, au début, tu disais, c'est juste à domicile, c'est une chicane de couple. Est-ce qu'il faut intervenir? Ou des fois, c'est perçu comme étant trop complexe d'intervenir dans une situation de violence conjugale. On ne sait pas notre rôle. Comment répondre à ça? Comment agir là-dedans? Alors que parfois, une culture des milieux de travail qui dit, tu sais, ce qui concerne le travail, c'est juste ce qui se passe, ou qu'il y a une culture du travail qui fait qu'on ne peut pas nommer certaines choses qui se passent. Comment intervenir ou comment est-ce qu'on peut agir comme personne dans un milieu de travail, dans ce climat-là, dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, je ne sais pas combien de fois ça a été répété à date par les panélistes, mais je vais répéter encore parce que manifestement, on a encore besoin d'avancer à ce niveau-là. La violence conjugale, c'est un enjeu de société qui nous regarde tous. Je pourrais arrêter là, mais non, je vais quand même continuer. Mais donc, considérer la violence conjugale comme faisant partie de la sphère privée sert exclusivement à l'auteur de violence et permet de garder la femme isolée dans la violence conjugale. Donc, ça ne fait pas partie de la sphère privée. On a tous un rôle à jouer là-dedans. Si on ne sait pas comment intervenir, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais il y a des ressources pour lesquelles c'est leur travail quotidien, qu'elles sont spécialisées dans l'intervention en violence conjugale. Donc, c'est simple, on peut prendre le téléphone et communiquer avec une ressource pour vérifier quelle approche devrait prendre et tout ça. Donc, elles vont justement nous aider à savoir comment on va intervenir. J'ajouterais également
qui est important aussi d'intervenir lorsque, là-dessus, j'ai goûté autant dans le milieu de travail que dans notre vie personnelle, quand il y a des propos sexistes ou misogynes qui sont nommés, qui peuvent nous rendre mal à l'aise aussi, c'est important d'intervenir parce que la promotion des rapports égalitaires, c'est une des clés vers un monde sans violence conjugale. Je ne parle pas de demain, mais je parle de le lendemain, de lendemain. Donc, il faut agir au quotidien. Ça aussi, quand je parlais d'ouverture tout à l'heure, puis tout à l'heure, Mélanie, dans ta question, il y avait la culture d'entreprise, mais il y a aussi, dans chacun des milieux, il faut essayer de contrer justement là, des propos sexistes qui pourraient faire que, bien, justement, là, la femme va rester... j'ai le goût de dire cloîtrée là, dans sa violence. Elle n'osera pas dénoncer si elle voit que le milieu est fermé et plutôt traditionnel. Donc voilà. On l'a vu, en fait, puis pour compléter ce que Isabelle disait, le milieu de travail, les collègues, tout ça font partie du tissu social de la femme et ça peut être un lieu de répit pour elle. Puis avec le télétravail, en fait, ça l'a démontré à quel point ce lieu de répit est important, puis comment est-ce que ça peut, la situation peut s'aggraver quand on n'a pas accès à ce lieu. Mais pour que ça soit effectivement un lieu de répit, bien, il faut que ça soit un lieu exempt de commentaires ou de violences faites aux femmes, ou violences basées sur le genre, parce que veut pas, c'est un phénomène de ça, la question de la violence conjugale. Et quand on n'intervient pas et quand on ne répond pas à des blagues désobligeantes ou des commentaires, ah, moi, une femme qui subit de la violence, ben, excusez-moi pour l'expression, mais c'est une femme faible, ou ce genre de commentaires qui fait en sorte que la femme, s'il y en a une qui est là, puis quand on regarde les statistiques, une femme sur 3 dans un milieu de travail a dit avoir subi de la violence conjugale. Mais il y a des chances qu'il y ait des femmes dans votre milieu de travail qui en subissent puis qui l'ont jamais dit. Et donc, quand on fait ce genre de commentaires-là, bien, on leur envoie un message qui dévalorise leur expérience puis qui banalise la violence faite aux femmes. Puis, c'est un enjeu de société. Donc, quand on répond, et même si nos réponses sont imparfaites, même si c'est difficile, même si il va y avoir plein de raisons qui pourraient nous faire hésiter, mais intervenir, même de manière imparfaite, bien, ça envoie un message clair comme quoi la violence faite aux femmes n'est pas acceptable dans notre société. Et puis, si je peux enchaîner avec les propos des autres panélistes, quand j'entends la violence conjugale, ben, c'est complexe. C'est souvent parce que le monde ne veut pas rien faire. C'est comme une fin de non-recevoir. Or, c'est peut-être complexe pour la victime, mais il n'y a pas de raison que ça soit si complexe que ça pour les témoins, pour les autres personnes dans les milieux de travail. C'est plus une question d'éducation, de formation. Il y a des gestes fort simples qui peuvent être posés si on est un peu encouragé, on est outillé pour les poser et dire non, je n'accepte pas des farces comme ça, ou non, franchement, moi, je ne trouve pas c'est drôle de parler de femmes battues, etc. Un phénomène complexe ne doit pas signifier pour autant que c'est une zone sans droit. Les femmes victimes de violences ont droit à ce que leur milieu de travail soit sécurisé. Et c'est les mêmes défis en termes d'encadrement, en termes de réglementation, que pour la violence, pour le harcèlement, etc. On parle des risques psychosociaux, il y a un part de subjectivité, mais ce sont peut-être des risques qui ne sont pas nécessairement tangibles comme une teinture toxique, mais sont aussi réels. Et donc, on peut les réglementer, on doit les réglementer parce que ça pose des risques, ça pose des dangers réels qui vont affecter les travailleuses. Rachel parle de danger. Il est aussi important de respecter le rythme et le cheminement de la femme qui est victime de violences conjugales et son désir ou non de rester dans la relation qui est violente. Ça, c'est vraiment essentiel et évidemment, là, sans jugement, mais c'est essentiel. Puis le lien, c'est le danger qui m'a amené là parce que justement, une femme qui quitte une relation violente,
est beaucoup plus en danger. En fait, c'est au moment de la séparation qui est le moment le plus dangereux pour une femme victime de violence conjugale. Donc, bien évidemment, il faut que ce soit son choix à elle. Sinon, ben, en fait, on vient encore d'exercer du contrôle sur la vie de cette femme-là, le contrôle qu'elle reçoit déjà trop de son conjoint. Là. Donc, c'est important aussi d'ajouter cet aspect-là. Ah oui, ça vient, en fait, parce que dans le portrait, on avait les employeurs, on avait les collègues, les syndicats, mais il y a la femme aussi qui fait partie de la réponse, là, multipartite. Et c'est ça, il faut vraiment partir de ses besoins, ça, c'est essentiel. Tout à fait. En fait, c'est elle qui connaît mieux ses besoins que toute autre personne. Mm. Puis justement, si la femme connaît les femmes connaissent leurs besoins, peuvent pouvoir donner des réponses, dans le fond, dans leur milieu de travail, peuvent le nommer. Vous l'avez dit, si on leur demande, ils vont pouvoir nommer leurs besoins, comment le milieu pourrait être sécuritaire, pourrait changer et s'adapter pour pouvoir répondre à ces besoins-là, pour pouvoir assurer la sécurité. Mais comment est-ce que la collaboration peut se faire, justement? Constant en parlait un petit peu tout à l'heure, une collaboration entre les employeurs, entre la CNESST, entre les organismes en violence conjugale. Isabelle, tu en as parlé, que les organismes, c'est des personnes ressources qui peuvent intervenir, qui peuvent répondre à nos questions. On a parlé des syndicats aussi. Mais comment est-ce que tout le monde, en fait, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour la sécurité des femmes en milieu de travail? Ben moi, je pense que, premièrement, il faut que chaque acteur comprenne c'est quoi ses rôles et ses responsabilités, parce qu'on en a chacun, on se complémente en ce qui a trait à la violence conjugale, puis quand ça se passe au milieu de travail. Donc, par exemple, on en discutait, Isabelle, Rachel et moi, quand on s'est rencontrés, mais le délégué syndical ou le délégué social n'est pas obligé de devenir un spécialiste de la violence conjugale. OK? Donc ça, il y a des organisations comme le CAVAC où travaille Isabelle, il y a des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Donc, de reconnaître les spécialités de ces organismes. Tu sais, quand on parle de violence conjugale, puis à quel point c'est complexe, mais tu sais, les expériences sont multiples, elles sont diversifiées, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en compte. Tu sais. Par exemple, une femme qui a un statut migratoire précaire, ben, elle aura plus de difficultés à dénoncer à la police par crainte de représailles ou que ça affecte son dossier. Une femme en situation de pauvreté ou aurait plus de difficultés à quitter le conjoint. Donc, c'est toutes des réalités, en fait, qui font que la réponse, ben, de un, doit vraiment partir de la femme, effectivement, mais c'est des réalités que les centres de femmes, les maisons d'hébergement, les CAVAC, ils connaissent ces enjeux-là. Donc puis il y en a beaucoup, donc c'est ça. Donc, ça, c'est la première partie. Je pense que du côté aussi du syndicat, ben, c'est de faire en sorte que les moyens qu'on s'est donnés ben, sont vraiment appliqués. Donc, ça, c'est essentiel. Mais aussi, un syndicat, il joue un rôle, en fait, on fait plusieurs choses dans un milieu de travail. Puis, on a des formations liées à la condition féminine, par exemple. Une des choses qu'on essaie de faire, en fait, c'est de faire en sorte que le milieu de travail soit un environnement sécuritaire, non violent, toute forme de violence, pas juste la violence conjugale. On fait la promotion des relations égalitaires et exemples de violence. Donc, on participe par notre existence, évidemment, on participe à la diminution des risques de violence conjugale. Donc, ça, c'est important que le syndicat reconnaisse le rôle important qu'il joue. J'ai dit important 2 fois dans la même phrase. Puis l'employeur, mais il doit collaborer parce que l'employeur peut être un frein. OK? Donc, l'employeur doit prendre ses responsabilités puis vraiment de collaborer autant que possible. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Ben, en fait, peut-être simplement là, que chacun, en fait, que le succès de l'implantation d'une politique de travail en violence conjugale repose sur l'engagement de tous. L'engagement autant de l'employeur, du syndicat quand le milieu de travail a la chance d'en avoir un, et évidemment, bon, des employés aussi. Mais donc, le succès de la politique repose vraiment sur chacun de pouvoir faire avancer cette politique-là.
Moi, j'ajouterais que pour moi, la coordination entre ces différents acteurs, l'employeur, le syndicat, les ressources externes au plan de la violence conjugale, ça, c'est important. Et j'ajoute au mélange le jour qu'on ait soit une reconnaissance tacite ou explicite que la violence conjugale est un risque pour la santé et la sécurité au travail, la CNESST là-dedans. Et quand j'ai fait des entretiens dans le reste du Canada, ce qui est ressorti clairement, pour que ça marche, il faut que les rôles respectifs de chacun soient clairs. On a besoin pour que la commission, comme la CNESST, on a besoin que l'organisme qui s'occupe de la régulation soit dans le portrait. Pourquoi? Pour apporter la légitimité à la démarche, pour donner ce levier juridique au syndicat pour structurer la démarche. On a besoin de l'expertise particulière dans l'écoute, l'accompagnement, le soutien, des ressources spécialisées en matière de violence conjugale, donc l'expertise particulière. Puis, du côté des collègues et des syndicats, on a besoin de la vigilance et de la diligence en termes de sensibiliser, de recevoir les signalements. Et c'est important que les rôles respectifs soient clairs. Il faut, les maisons d'hébergement, par exemple, n'arriveront pas tout seul si la CNESST se désintéresse ou prend une autre approche, prend une approche de conformité sur papier. Voici votre politique, vous signez ici, vos obligations, c'est fait. Non, ça ne marche pas non plus. En même temps, donc, ça prend le rôle de l'État, la CNESST, pour venir structurer la démarche au plan de la prévention. Et ça m'amène à dire, donc, que pour moi, c'est important en termes de cette coordination qu'on distingue et qu'on valorise le volet prévention. Pourquoi? Parce qu'on a un régime préventif déjà, la loi sur la santé et la sécurité du travail. Le simple fait de dire, bon, on va parler des risques de violence conjugale au sein des structures de prévention, ça envoie un signal très fort, justement, comme Isabelle disait, que ce n'est pas privé, c'est public. On peut anticiper que ça va arriver, puis il faut gérer la situation en amont. Donc, déjà, partir ce dialogue qu'on essaie d'instaurer aujourd'hui, d'une part, et aussi, qu'est-ce qu'on a vu dans les études? Bien, les initiatives patronales, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs grandes corporations qui ont des pratiques exemplaires en matière de responsabilité corporative, sociale, etc. Mais ces initiatives patronales-là ont des limites. C'est beaucoup plus dans un contexte paritaire comme celui de la prévention qu'une démarche va fonctionner. Et pourquoi? Bien, entre autres, on l'a déjà dit, parce que dans les faits, la personne qui va recevoir le dévoilement, c'est la plupart du temps une collègue. Ce n'est pas l'employeur, ce n'est pas aux ressources humaines le premier appel quand on est dans le trouble, et ça depuis fort longtemps. Donc, c'est très important que l'écoute soit là et que cette personne-là soit sensibilisée, soit à l'écoute, etc. Donc, c'est des démarches de prévention paritaire qui fournissent un peu les structures adaptées pour faire de la prévention. Et aussi, autre aspect de la problématique, pour gérer des risques, bien, ça prend un régime qui est réactif, parce qu'en théorie, c'est le régime de prévention. Si le mur va s'écouler, il ne faut pas négocier trop longtemps avec l'employeur. À un moment donné, il faut appeler la CNESST et dire, bien là, il faut que ça soit corrigé immédiatement. Il y a un risque, il y a péril pour la vie ici. Et donc, on a, oui, une démarche paritaire, mais quand ça ne marche pas, bien, on peut faire intervenir, en théorie, on espère, la CNESST pour équiper les forces entre les travailleuses et les travailleurs et leur employeur et faire en sorte qu'il y ait un résultat immédiat. Et ces mesures-là vont, par exemple, jusqu'à l'exercice d'un droit de refuser de faire un travail dangereux si jamais l'employeur ne donne pas les mesures d'accommodement voulues pour que la travailleuse soit en sécurité. Donc, petite pitch ici. Oui, la condition féminine, c'est bien, c'est important, une expertise là, certain, mais pour ma part, je pense que c'est les structures de la santé et de la sécurité du travail qu'il faut investir aussi. Pourquoi? Pour arriver à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire véritablement, non pas réagir et soutenir, ce qui est très important, mais aller au-delà et prévenir les manifestations de violence conjugale dans les lieux de travail.
Très certainement. Mais en tout cas, juste en lien avec la condition féminine, effectivement, la violence conjugale, c'est souvent un dossier qu'on met dans la condition féminine alors que les femmes subissent cette violence-là et que cette violence-là est perpétrée à plus de 80% là, par des hommes. Donc, je trouve ça un petit peu ironique qu'on case cette violence-là. Bien, je suis d'accord qu'il faut offrir de l'aide et tout ça, là, mais vous comprenez là, mon point de vue. Donc, effectivement, là. C'est comme si on dit, vous subissez le problème, mais vous devez aussi le régler. Oui, ben, Donc, c'est effectivement le même point que quand on demande pourquoi les femmes restent. On pose la question à l'envers, dans le fond. Pourquoi les hommes pourquoi il y a des auteurs de comportements violents. Donc, c'est effectivement faire porter le poids de la responsabilité sur la personne qui l'a subi. Je dirais que les victimes en général, travaillant au CAVAC, les victimes en général, c'est ce qu'on voit pas juste en violence conjugale, là, mais c'est encore plus particulier en violence conjugale. En agression sexuelle, évidemment, aussi. Merci pour ça. Effectivement, dans ce que j'entends, comme tu l'as dit, Rachel, il y a beaucoup la coordination. Comment est-ce que les différents services s'emboîtent ensemble, mais aussi le changement de la culture, le respect, l'ouverture que tu parlais, Isabelle, la prévention aussi qu'on a parlé. Fait que c'est vraiment un peu comme tu disais, Micha, mais il y a vraiment une complexité là-dedans, dans les croisements, dans comment est-ce que tout le monde doit travailler ensemble. Mais au final, aussi de la simplicité dans le « Hey, il se passe quelque chose, il faut agir ». Pas se poser la question, pas hésiter, demander de l'aide aux ressources. Fait qu'il y a vraiment à la fois des actions individuelles très simples qu'on peut déjà mettre en place, qui s'imbriquent dans le fait que c'est multifacette. Plusieurs personnes m'ont écrit dans le chat aussi que ça peut être systémique, aussi les violences. Fait que j'entends tout ça dans vos réponses. Fait que merci déjà pour vos réponses données jusqu'à présent. On va justement ouvrir la période de questions. Mélanie, si je peux... oui, vas-y. Je vais juste ajouter à ta question, en fait, c'est ça, c'est parce qu'on parle des réponses individuelles, mais on s'entend que la violence conjugale est liée à un problème systémique, c'est lié au système patriarcal. Il y a pas... On parle du milieu de travail, OK, mais il y a plein d'autres solutions politiques, d'éducation, etc., qui pourraient venir, en fait, contribuer à régler le problème. Là. Donc, là, on est vraiment dans le contexte, parce que c'est le webinaire là, sur le milieu de travail, mais on comprend très bien qu'en fait, il faut une réponse sociale à un problème social. Puis, on ne veut pas mettre toute la responsabilité, évidemment, sur les individus, malgré que des fois, des petits gestes aussi peuvent faire une grande différence. Oui, tout à fait. Merci de la précision. Puis justement, comme Rachel le disait, là, à quel point, ben, aussi, c'est au niveau des ministères. Ce niveau, c'est vraiment, c'est systémique. Il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en considération. Et dans le fond, pour conclure, parce que notre temps ensemble, il se termine, qu'est-ce qui vous donne l'espoir, Myriam, Rachel, Isabelle, qu'est-ce qui vous donne l'espoir pour la suite? Est-ce qu'il y a des bons coups, des pratiques, quelque chose que vous voulez partager pour conclure sur une note douce? Ben, je peux y aller, mais en fait, moi, je travaille avec mon collègue Serge Beaulieu, qui est aussi conseiller syndical en santé et sécurité du travail, qui est là en ce moment, et avec nos syndicats affiliés sur une nouvelle formation sur la violence conjugale. Et c'est pas la formation en tant que telle qui me donne l'espoir, mais c'est la demande pour cette formation-là. On n'arrête pas de recevoir plein de demandes pour plein de syndicats qui veulent donner la formation. Tous nos syndicats affiliés sont vraiment investis, donc c'est la reconnaissance du problème, parce que ça, c'est une grosse partie du morceau, c'est un gros morceau du casse-tête, c'est de reconnaître qu'on a un problème, un enjeu, un problème social, mais aussi reconnaître que ça joue un rôle, en fait, que ça va dans les milieux de travail et que les syndicats ont un rôle à jouer. Et donc ça, je trouve que ça me donne beaucoup d'espoir parce que la reconnaissance est là, puis là, les gens sont vraiment en mode action, tu sais, donc j'ai beaucoup d'espoir pour l'année prochaine. Si je peux y aller, en fait, le Centre Femmes aux 80, la Maison des femmes de Bécomo et le CAVAC Côte-Nord, on a lancé en décembre dernier là, une belle trousse d'accompagnement pour les entreprises, les syndicats et les membres du personnel pour mettre en œuvre une politique de travail en violence conjugale. Elle est disponible au
excusez-moi, violenceconjugaleautravail.com. Et donc, ça me donne de l'espoir, c'est que ça donne des outils aussi au milieu de travail là, pour pouvoir mettre en place justement des politiques dans chacun de leurs milieux. Ce qui me donne de l'espoir également, c'est la résonance que cet enjeu de la violence conjugale dans les milieux de travail a présentement. Je trouve ça extrêmement encourageant. C'est une idée folle qui est partie un petit peu de la Côte-Nord, c'est ce beau projet-là. Et bref, je trouve ça assez extraordinaire. Mais votre présence aussi aujourd'hui me donne beaucoup d'espoir. Alors, voilà. Conclut dans le même sens, c'est sûr que c'est une question qui est très difficile à traiter, mais de voir justement l'intérêt, la mobilisation des témoins, vous et moi, qui dites, mais là, il faut outiller tout le monde pour pouvoir intervenir de façon respectueuse, de façon aidante. C'est ça qui me donne de l'espoir. Mais merci à vous trois pour les échanges enrichissants. J'en profite encore pour remercier l'équipe SAGE, le service de collectivité de l'UQAM, la FTQ puis le CAVAC Côte-Nord. Alors, merci Myriam, merci Rachel, merci Isabelle. Merci à tout le monde qui a été présent aujourd'hui avec nous alors qu'il fait soleil. Vous aurez pu vouloir aller prendre une petite marche sur l'heure du midi. Alors, merci à tout le monde. On va conclure ça sous peu. Alors, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, mesdames. Merci à toi, Mélanie. Merci tout le monde. Merci Rachel, Isabelle. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Mélanie.